Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du jeudi 4 août 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. Le recensement des électeurs dans les Foukountan débutera au mois d'octobre prochain dans le cadre de la refonte totale de la liste électorale et du registre des élections du pays selon le directeur en charge de la coordination des élections au sein de la CENI. Aujourd'hui, le recensement prendra fin le 10 juin. Ainsi, chaque foyer est appelé à recevoir les agents recenseurs durant cette période, selon toujours les explications du responsable au sein de la CENI. Reportage de Ratra Mananzatou et Antara Ratonarfel. La refonte totale de la liste électorale qui débutera cette année est différente de la révision annuelle de la liste électorale, selon le directeur en charge de la coordination des élections au sein de la Commission électorale nationale indépendante au CENI. Des agents recenseurs dépêchés par la CENI procéderont à des porte-à-porte à partir du début du mois d'octobre pour recenser les électeurs dans chaque foyer. Toutes les personnes ayant 18 ans et plus sont concernées par ce recensement. Les personnes ayant déjà 18 ans mais qui n'ont pas encore leur carte d'identité nationale seront également recensées afin de pouvoir leur octroyer leur carte d'identité nationale et de les inscrire dans la liste électorale. Les responsables de la CENI appellent ainsi à la collaboration de tout un chacun dans cette refonte de la liste électorale et du registre des électeurs du pays. Cette refonte totale sera clôturée le 10 juin 2023 selon le calendrier mis en place par la CENI. Restons toujours dans cette page politique. La relation entre Madagascar et les Nations Unies sera affermie de plus en plus actuellement. Afin d'apporter plus de développement pour le pays, Malagas et l'Union européenne veulent entamer un dialogue pour améliorer la coopération lundi prochain, selon le ministre des Affaires étrangères durant la cérémonie de remise de distinction honorifique de l'ambassadeur de l'Union européenne durant ses 4 ans de mandat à Madagascar. Fin de scène, Mireille, Yves Janel nous en disent plus. La réhabilitation des routes nationales numéro 6 et 13, l'appui pour faire face aux catastrophes naturelles, surtout dans la partie sud de Madagascar, ce sont parmi les actions concrètes dans la coopération entre l'Union européenne et Madagascar pour le développement du pays. Cela ne restera pas là, car dès lundi prochain, un dialogue de partenariat politique et économique se tiendra entre l'UE et l'État pour améliorer cette coopération. C'était au mois de novembre dernier que le dernier dialogue a eu lieu et au programme de ce lundi, le bilan de ces 8 mois. Selon l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, la relation entre Madagascar et l'Union européenne est de plus en plus solide. Et ensemble, on a travaillé beaucoup pour le développement de ces pays, pour faire face aux différentes crises humanitaires dans le sud, au moment des cyclones, au moment du Covid. Et en général, on a pu continuer, on a pu débloquer des projets importants qui étaient en attente, comme la construction des routes, la RN13, la RN6, des grands projets avec la Banque européenne des investissements, mais aussi beaucoup de projets dans le domaine agricole, dans la gouvernance. Donc voilà, c'est un souvenir positif. Mais au-delà de ça, j'ai apprécié beaucoup la culture, l'attitude à la vie des Malgaches. La cérémonie de remise de distinction honorifique de l'ambassadeur de l'Union européenne qui achève son mandat de 4 ans à Madagascar s'est tenue aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Dans les actualités économiques de ce jour, le nouveau tarif d'électricité pour les industries à Madagascar au tarif Optima Business est appliqué depuis le mois de juillet dernier. D'autres tarifs seront également appliqués pour les autres entreprises comme les blanchisseries, la production d'huile, la ferronnerie ou encore les entreprises de produits chimiques. L'application de ce tarif Optima Business a été validée durant le Conseil des ministres hier. Les détails avec Anienne Martina. L'application du nouveau tarif d'électricité pour les industries entre dans le cadre des travaux de redressement et de la mise en place de l'indépendance financière de la société d'État Jirama. Une réunion a déjà eu lieu entre l'État, la Jirama, la Banque mondiale, les représentants des groupements des entreprises industrielles existant à Madagascar et les représentants des clients selon les informations venant de la Jirama. Ce qui a permis également d'appliquer le nouveau tarif de l'électricité pour les industries, appelé aussi tarif Optima Business. Une décision qui a été validée durant le Conseil des ministres hier.
Dans l'optique de l'appui de l'État aux industries, un nouveau tarif exceptionnel sera également appliqué pour les autres catégories d'entreprises, comme les industries dans le domaine de la cimenterie, les confections textiles, les ferronneries ou encore la production des produits chimiques, selon toujours ce Conseil des ministres hier. Ce tarif Optima Business est appliqué depuis le mois de juillet dernier, dont la facture sera reçue pour ce mois d'août. Rappelant que c'est en 2018 que la société Jirama a révisé ses tarifs pour les industries. La Jirama vend également à perte depuis la hausse du prix du carburant, selon les explications. Le domaine d'intervention du projet entrepreneurial présidentiel Fiarine ne cesse de s'étendre. Aujourd'hui, Fiarine a effectué une signature d'accord de partenariat entre le ministère de la Pêche et de l'économie bleue à Pandjinoubi dans le cadre du développement de la pisciculture à Madagascar. Ce nouveau projet est dénommé Fi de Fiarine. Les détails rapportés par Djerenji Amar et Michel Rakutson. La signature d'accord de partenariat entre le projet Fiarine, représenté par sa secrétaire exécutive Valérie Zafndjavak, et le ministère de la Pêche et de l'économie bleue s'est tenue ce jour à Pandjinoubi. Dénommé FIB Fiarine, le projet vise le développement de la pisciculture dans 10 régions appartenant aux ZEP ou zones d'émergence piscicole qui ont été définies par le ministère. Ces régions sont Yurumbe, Itas, Sofia, Ansimonjefan, Anos, Amourmani, Menabe, Matsachambun, Analamink et Vadvav, où la promotion de la pisciculture pourrait contribuer à la création de plus de 6 000 emplois, à la production de 134 millions d'alevins et de fournir plus de 26 000 tonnes de poissons marchands accessibles aux consommateurs. Selon la secrétaire exécutive de Fiarine, le taux de recouvrement pour cette nouvelle offre ne dépassera pas les 9% annuels qui pourraient aller jusqu'à 36 mois d'échéance. Le prêt disponible sera de 7 840 000 ariars à 180 millions d'ariars. Pareillement aux autres offres de Fiarine, c'est le ministère qui sera en charge de l'octroi des différentes formations techniques pour les pisciculteurs, tandis que les formations sur la gestion et l'éducation financière sera à la charge des techniciens de Fiarine et des banques partenaires. Les actions conjointes des deux entités dans le cadre de ce partenariat visent à contribuer à l'atteinte des Vélrins 9 sur l'autosuffisance alimentaire et le Vélrin 6 sur l'emploi décent pour tous du président de la République, Anj Radzouiln. Dans les actualités d'hiver de ce soir, 4 Dahal qui ont été les auteurs directs de l'assassinat de 33 personnes à Kasbé sont décédés des balles de la gendarmerie dans la commune d'Ambat, district d'Ambujachim hier. 3 autres personnes qui ont accueilli dans leur domicile un des bandits nommé Haris, cerveau de l'attaque, ont été aussi arrêtés par les gendarmes hier. Selon nos sources, le maire de la commune d'Ambultarkeli, un Kasbé, serait aussi impliqué dans cette affaire. C'est Charangenas. Jusqu'à ce jour, 39 personnes sont arrêtées dans le cadre de l'affaire où 33 personnes ont été brûlées vives dans la commune d'Ambultarkel, en Kasbé. Parmi ces 39 personnes appréhendées, le maire de la commune d'Ambultarkel. Selon les informations, 31 ont été arrêtés à Kasbé et parmi eux, le maire de cette commune. 2 parmi ces personnes ont participé directement à l'assassinat des 33 personnes dans la matinée du vendredi 29 juillet. 8 ont été arrêtés dans la commune d'Ambatmanouin, Indouzourbe, si les autres sont des complices des bandits qui les ont accueillis dans leur foyer et leur ont donné à manger. Selon les dernières informations, aujourd'hui, 4 autres personnes qui ont participé directement à cette attaque ont succombé aux balles des gendarmes de la compagnie d'Ambujachim hier après-midi et 4 autres ont été arrêtés vivants. Un parmi les 4 tués a accueilli Haris, le cerveau de cette attaque meurtrière. Haris qui est encore en cavale actuellement. Les recherches se poursuivent. Les 2 hommes âgés de 24 et 26 ans qui ont tenté de voler dans une voiture sur la route à proximité de la dynastie aux 67 hectares centre-ouest mardi 2 août dernier ont été présentés devant le tribunal aujourd'hui. Ces hommes seraient connus des alentours pour vol à la roulotte et ont été arrêtés par les policiers du commissariat du 7e arrondissement. Reportage de Felana Rakotwarsoul et Asna Rafalzanari.
Les malfaiteurs ne cessent de trouver des moyens pour perpétrer des actes de banditisme dans la capitale, comme ce cas aux 67 hectares. Lors des embouteillages du côté de la route à proximité de la dynastie, 2 hommes ont été remarqués par les habitants des environs qui regardent jusqu'à ce qu'il y ait des voitures qui passent. L'un fait semblant d'être victime d'un accident, pendant que l'autre, au moment où le chauffeur sort, en profite pour voler dans la voiture. Beaucoup ont déjà été victimes de ces hommes. Des polices en tenue civile ont mis en place des stratégies pour les piéger et ils ont été pris en flagrant délit et ont été présentés devant le tribunal aujourd'hui. Justement, la police nationale fournit les efforts nécessaires dans la lutte contre l'insécurité, même si cela n'est pas encore complètement éradiqué dans la capitale. Au début du mois de juillet jusqu'au 31 juillet dernier, 378 personnes ont été arrêtées par la police nationale dans la capitale. Outre les attaques de grande ampleur, la plupart des cas sont des pickpockets et des vols qui sont au nombre de 193 selon le rapport de la police nationale rapporté par Fedna Rakotarsoul et Asnara Fanzanari. 5 personnes ont été appréhendées pour des attaques avec violence et à main armée, dont les 4 ont été abattues et une arrêtée par la police. 19 personnes ont été arrêtées pour cambriolage et 44 pour pickpocket et vol à l'arraché. 72 personnes ont été par contre appréhendées pour de simples vols et 47 personnes ont été prises en flagrant délit. 8 personnes ont été arrêtées pour tentative de vol. 2 personnes ont été arrêtées pour petit vol et 8 personnes ont été arrêtées par la police nationale pour vol de moto, si 3 ont été arrêtés pour avoir volé des accessoires de voiture. La priorité de la police nationale est également la lutte contre la prise de stupéfiants et des dealers qui sont aussi la cause de l'insécurité. Durant ce mois de juillet, des fumeurs et des vendeurs de drogue au nombre de 17 ont été arrêtés par la police nationale. 10 ont été arrêtés pour vandalisme et 14 pour violence ayant causé des blessures si une personne a été détenue pour diffamation. En outre, il est interdit par la loi de perpétrer des actes sexuels dans les lieux publics selon le Code pénal, article 330. Cela est passible d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 4 000 d'ariard. 10 personnes ont été arrêtées pour cela. Durant la patrouille de jour et de nuit, 92 personnes ont été détenues en violent et ont fait l'objet d'enquêtes car elles ne possédaient pas de papier d'identité. 23 personnes ont été arrêtées pour cause d'ivresse. Et pour clôturer cette page d'hiver, le procureur de Fenerive-Est dans la région Anna-Landsroof a apporté des explications sur l'affaire de viol selon laquelle l'auteur a été relâché par la justice. Selon ce procureur, le tribunal n'a fait qu'appliquer la loi dans cette affaire et c'est la loi sur les enfants mineurs qui peut être appliquée même si l'auteur avait perpétré un délit pénal. Et justement, l'auteur présumé du viol serait un enfant de 10 ans et la loi malagasy ne peut pas sanctionner un enfant de moins de 13 ans. Néanmoins, les victimes peuvent porter l'affaire devant le tribunal correctionnel et demander une amende. La justice reste stricte dans les affaires de viol, mais il s'agit aussi d'appliquer la loi selon toujours les explications. La gigantesque explosion du 4 août 2020 au port de Beyrouth a fait plus de 200 morts et 6500 blessés, détruisant des milliers de bâtiments. Alors que l'enquête piétine depuis la suspension du juge Bitar, des experts indépendants des Nations Unies et des ONG réclament une enquête internationale sans délai. France 24. L'explosion vient de se produire sur le port de Beyrouth. Une seconde souffle tout sur son passage, à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce jour-là, Paul et Tracy habitaient face au port. Ils vivent maintenant à 15 kilomètres de la capitale. S'éloigner était impératif. Leur petite fille de 3 ans, Alexandra, fait partie des 214 victimes de l'explosion. D'elle, il ne reste pour ses parents que les souvenirs. La tristesse reste, elle s'aggrave. Car Alexandra nous manque de plus en plus. Nous ne devons pas oublier qu'en l'espace d'une seconde, le 4 août 2020, nous avons perdu notre fille, notre maison, notre vie entière a changé. 2 ans plus tard, l'enquête devant éclaircir les circonstances de la catastrophe est au point mort, bloquée en raison d'obstructions politiques. Le couple, comme les autres familles de victimes, attendent des réponses. Ils dénoncent l'immobilisme de la justice.
Les criminels ne vont pas s'accuser eux-mêmes et nous savons à quel point le système est complice de ce qui s'est passé. Nous n'avons aucun espoir de voir un jour la justice s'exercer ici au Liban. Nous ne ferons pas le travail à la place des juges et des enquêteurs et nous montrerons à quel point elle échoue. Encore aujourd'hui, le port porte toujours les traces de l'explosion, toujours fragilisé. Dimanche dernier, une partie des silos à grains encore debout s'est effondrée, des plaies encore visibles, alors que le pays peine à se redresser. Enfoncée dans une crise économique depuis 2019, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur. 8 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. En réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, Pékin a démarré aujourd'hui ses plus importants exercices militaires autour de l'île depuis des décennies, a rapporté la télévision publique chinoise CCTV. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a condamné des manœuvres agressives et injustifiées. France 24. Des hélicoptères chinois survolent la mer près du détroit de Taïwan. Pékin a attendu le départ de Nancy Pelosi pour commencer sa démonstration de force. L'armée a débuté ce jeudi les plus importantes manœuvres militaires de ces dernières décennies autour de l'île. En mer et dans les airs, Pékin a promis des actions ciblées, certaines à seulement 20 km des côtes taïwanaises. L'île sera de fait encerclée par l'armée chinoise qui a interdit aux navires civils de pénétrer dans ces zones. La Chine va procéder à des tirs d'artillerie à munitions réelles et de longue portée jusqu'à dimanche. Selon le quotidien nationaliste chinois Global Times, des missiles devraient survoler Taïwan pour la première fois. La diplomatie chinoise affirme que ces exercices sont légitimes pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi. Après cette visite, je pense que le gouvernement chinois a tout le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour nous défendre. Alors, toutes les conséquences qui en découlent doivent absolument être assumées par les autorités américaines et les forces sécessionnistes visant l'indépendance de Taïwan. Le détroit de Taïwan, qui sépare l'île de la Chine communiste, est l'une des routes commerciales les plus fréquentées d'Asie. Ces tensions menacent de bloquer les ports de la région. Mais la présidente taïwanaise affirme qu'elle ne cédera pas. Face à ces menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas. Nous défendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à tenir la ligne de défense de la démocratie. La visite de Nancy Pelosi a également déclenché une série de sanctions économiques contre Taïwan. Pékin cherche à maintenir la pression à quelques mois du congrès du Parti communiste chinois, qui devrait renouveler le mandat de Xi Jinping. Pour clôturer cette page internationale, dans une allocution télévisée, le leader chiite Muqtada al-Sadr a demandé la dissolution du Parlement irakien et la tenue d'élections législatives anticipées. Alors que le pays est paralysé par les querelles politiques, il a estimé qu'il n'y a aucun intérêt à dialoguer avec ses adversaires. France 24. Chauffés à bloc, les partisans de Muqtada Sadr, qui occupent le Parlement depuis samedi, attendent l'allocution de leur leader. Finalement, il s'exprime depuis son fief, à Nadjaf. Et malgré les appels au dialogue, il demande la dissolution du Parlement. Je suis certain que la majorité de la population est exaspérée par la classe dirigeante, dans son intégralité, y compris certains appartenant à mon courant. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'anciennes figures, quelle que soit leur appartenance. C'est la troisième fois en quelques semaines que les partisans du leader chiite envahissent le Parlement. Ils protestent contre une situation politique totalement bloquée. Leur camp avait remporté le plus grand nombre de députés lors des élections en octobre dernier, avec près d'un quart des sièges. Mais depuis, le Parlement n'a pas réussi à désigner ni un président ni un Premier ministre et les élus du courant sadriste ont tous démissionné au mois de juin. Les partisans de Muqtada Sadr ont donc choisi le coup de force. Le peuple irakien en est arrivé à un point où il ne supporte plus ces députés corrompus. Le peuple irakien ne vous veut plus. Quittez l'Irak. Si nous ne réussissons pas cette révolution, nous perdrons le contrôle du pays et nous ne pourrons plus le récupérer.
L'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, l'ennemi juré de Moqtada Sadr, a de nouveau critiqué ce coup de force, appelant au respect des institutions constitutionnelles. Selon la loi, une dissolution du Parlement ne peut être actée que par un vote à la majorité absolue. Difficile quand les députés ne peuvent pas siéger. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.